Bon, C'est une délégation de compétences. on va passer à la Merci. suite, d'autant plus que le problème Oui. d'anesthésie va être résolu par le professeur Xavier Rengeval, euh, où tout est fait, où tout sera fait sous anesthésie loco-régionale. Non, malheureusement, non, tout ne peut pas être fait sous anesthésie locale-régionale, mais bon, merci vraiment à tous. Je suis très honoré, comme anesthésiste, de me présenter face à un public aussi prestigieux. Merci d'être venu d'aussi loin. Euh, et puis, dans un endroit comme ça, chargé d'histoire. Donc, vraiment, merci. Bah, donc, comme vous l'avez compris, il est encore compliqué d'effectuer la plus belle des chirurgies si vous n'êtes pas accompagné d'une anesthésie adaptée. Dans ce cadre, je vais vous partager avec vous la présentation du programme de formation en anesthésie loco-régionale, bon, qu'on nommera ALR, que je réalise soit à Paris, soit également dans de nombreux pays, dans une dizaine de pays, essentiellement en Afrique de l'Ouest. Et ceci avec le soutien logistique de l'ONG La Chaîne de l'Espoir, que certains d'entre vous connaissent. Donc, nous intervenons dans un contexte que vous connaissez mieux que moi, où 5 milliards de personnes n'ont pas accès aux soins de base d'anesthésie et de chirurgie, une population vivant à 94% en Afrique. Une démographie médicale avec un ratio de 0 à 16 médecins pour 100 000 habitants, contre 40 à 50 pour 100 000 aux États-Unis ou en Europe. Et surtout, un taux de décès pour les opérations à faible risque anesthésique et des complications trop fréquentes. Donc, pour faire face à ces données, le développement des techniques d'anesthésie loco-régionale sous échographie constitue une des réponses possibles pouvant améliorer cette réalité. Donc, le programme vise à améliorer la qualité, l'accès et la sécurité anesthésique autour de vos opérations chirurgicales de chaque jour par le développement de ces techniques reconnues comme standard international en renforçant les compétences sur place, que ce soit pour la chirurgie de l'enfant, pour la chirurgie de l'adulte ou celle des futures mamans. Une amélioration donc des prises en charge en agissant sur la sécurité, sur la douleur, sur les durées de séjour, sur le coût des soins, sur le gain de temps infirmier et également sur la diminution de l'utilisation des fluides médicaux et du matériel consommable. De quoi parle-t-on? L'anesthésie loco-régionale. Ce sont des techniques qui permettent soit de remplacer les anesthésies générales, dans certains cas, en anesthésiant une partie du corps, soit de les compléter en provoquant l'absence de douleur jusqu'à 24 heures. Cela permet de diminuer l'utilisation de morphine, qui n'est pas toujours accessible, qui peut être coûteuse et qui peut être dangereuse quand elle est mal utilisée. Donc, ce sont des techniques moins coûteuses que l'anesthésie générale, qui, dans certains pays, sont à charge des familles, l'ensemble des soins, permettant donc un accès aux soins au plus grand nombre. Ce sont aussi des techniques qui demandent moins de temps infirmier en post-opératoire immédiat, les patients ne souffrant pas la première partie, la première journée de leur opération. Nous, dans les pays à haute ressource, c'est ce que nous utilisons au quotidien pour réduire également les durées de séjour. Mais dans ces pays-là, qui peuvent être également à charge des familles. Cette carte représente les sites d'action où on intervient, toujours en lien très, très étroit avec les sociétés nationales d'anesthésie ou des hôpitaux universitaires, donc que ce soit au Burkina, au Togo, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire. Je devais aller la semaine prochaine en RDC, c'est décalé, au Sénégal, au Burundi, bref. Ce programme se décline sous 5 axes. Premièrement, la formation de formateurs. C'est ce qu'on a entendu lors de l'intervention précédente, par l'apprentissage de méthodes, de méthodologie. Comment apprendre à former les autres?
C'est ce qui constitue le cœur même de ce programme. Donc, généralement, on choisit un petit groupe de référents sélectionnés, motivés, que l'on va accompagner pendant plusieurs mois, plusieurs années. Le deuxième axe, reste important et un prérequis nécessaire, c'est de continuer à équiper les hôpitaux en échographes en fournissant des appareils dédiés, prérequis indispensable au développement de ces techniques. Le troisième axe, l'utilisation de nouvelles technologies par l'évaluation des formations à l'aide de quiz, d'une application aussi smartphone qu'on a créée, que j'ai créée, et également de l'encouragement à la réalisation de publications scientifiques internationales. Le quatrième axe, la démultiplication de la formation en recrutant le maximum d'ambassadeurs africains réunis autour de la même pédagogie, du même format de cours pour assurer la pérennité de ce programme, mais également en augmenter l'impact et sa diffusion. Donc cette approche multi-pays, multi-organisation pour former des formateurs de formateurs, voire des formateurs de formateurs de formateurs, est très très importante. Le dernier axe, et là on retrouvera une sorte d'unité avec la présentation précédente, est le renforcement des capacités en proposant l'accès de cette formation d'actes médicaux à des praticiens non médecins, en se basant plutôt sur les compétences et non sur les métiers. On peut rappeler l'exemple du Togo, qui compte actuellement 13 médecins anesthésistes pour la totalité du pays, et donc 300 infirmiers anesthésistes présents au quotidien dans les blocs opératoires. Ces derniers ont donc accès à cette formation sur demande de la Société togolaise d'anesthésie, mais c'est également le cas pour le Bénin, pour le Burundi, pour le Mali, pour le Burkina. Actuellement, nous avons constitué 5 groupes de travail dans 5 pays pour établir des recommandations sécurisantes en recréant un véritable cursus pour habiliter cette pratique, en prenant le parallèle que vous avez créé, ce dont on vient parler ou ce dont on parle, avec la chirurgie essentielle, et pour créer l'ALR essentielle. Donc, ce que vous avez créé, moi j'avais comme notion que c'était au Burkina en 2004, vous m'excusez pour le Niger et mes petites imprécisions. Et donc, également, nous essayerons de prendre ce parallèle et de le porter auprès de l'OMS et de la SARAF, qui est la Société africaine, qui se réunira à Kinshasa au mois de novembre, il me semble. Nous avons également un partenariat, on essaye de trouver des partenariats avec tous ceux qui sont sur place. Les ressources sont rares. Donc, j'ai un partenariat très fort sur ce projet avec la Croix-Rouge internationale, avec le CICR, et également avec des médecins facilitateurs venant d'un peu partout, où je peux trouver, du Mali, du Nigeria, du Burundi, d'Ouganda, du Sénégal, d'Égypte, et qui m'accompagnent dans ces sessions de formation. Un des axes de ce programme est donc la collaboration avec le maximum de sociétés nationales d'anesthésie, mais avec les acteurs de terrain qui sont sur place, que ce soit donc la chaîne de l'espoir qui assure toute ma logistique et plein d'autres choses, mais également le CICR, MSF France et d'autres ONG comme récemment Second Chance. Donc cette collaboration permet d'augmenter donc le pool d'ambassadeurs capables de dupliquer, on a entendu ce terme important tout à l'heure, de façon exponentielle cette formation. Donc cela a permis notamment de poursuivre ce programme dans des régions où pour des raisons géopolitiques, je ne suis plus autorisé à y aller. C'est ainsi qu'a pu se réaliser les ateliers de Cathy à Bamako en août 2024, car les visas m'étaient refusés. Une formation également au Burkina a pu avoir lieu en janvier 2025, où je n'ai pu obtenir de visa. Et récemment, en février 2025, à Bukavu, au nord Kivu, également par des ambassadeurs fidèles qui ont pu continuer à dupliquer cette formation et à la transmettre. Ça permet également de l'étendre à d'autres régions de l'Afrique, comme l'Afrique de l'Est, l'Afrique anglophone, et également au nord Nigeria, l'Éthiopie, le Rwanda, la Tanzanie.
Un autre axe majeur pour la sécurité des soins, donc, et la diminution des complications autour de vos opérations chirurgicales, est de continuer à équiper les blocs opératoires en échographes que l'on utilise, nous, au quotidien, que ce soit dans les blocs, mais maintenant, de plus en plus, dans les réanimations, en dehors de l'hôpital, aux urgences, dans les zones de conflit, que ce soit les zones de tri, que ce soit Gaza, l'Ukraine, ce genre de choses. On utilise depuis quelques années des échographes, et c'est ce qui a révolutionné notre pratique d'anesthésie, et ce qui l'a également sécurisé. Donc c'est cette révolution qui permettra donc d'augmenter la sécurité des opérations et de diminuer leurs complications, et je le rappelle, à risque anesthésique faible. Où en est-on après 2 années de programme? Presque 3 en vrai. Environ 200 praticiens formés dans un peu plus d'une dizaine de pays, médecins ou techniciens, ou masters, ou infirmiers, ce qui correspond à plusieurs centaines de milliers d'actes par an. Une méthodologie basée sur la transmission aux autres, une dizaine d'ambassadeurs. Récemment, il y en a eu une nouvelle hier qui a dit « c'est le projet de ma vie », dont une dizaine, dont 2 infirmiers, anesthésistes. 5 publications internationales, 4 en attente d'acceptation, 12 travaux. On encourage vraiment à l'appropriation, à qu'ils montrent leur appropriation des techniques. Et des gros partenariats avec le maximum d'organisations, que ce soit la Société française, l'European Society de l'Eco-Régional, la future Fédération francophone des sociétés d'anesthésie, qui aura, j'espère, un grand rôle, peut-être justement avec des organisations aussi prestigieuses que l'Académie pour aller ensemble dans ces pays et pas oublier le continent. Et puis d'autres choses, des cours en ligne avec des plateformes, tout ça étant gratuit en open source. Un petit film vraiment très de 15 secondes ou 30 secondes où je vous laisse découvrir ce que font les gens au quotidien. À gauche, vous avez une intervention au Burundi après avoir fait la formation. Donc souvent, les bénéficiaires m'envoient des petits posts, des petits suivis. Là, on a un soldat au Nord Mali qui avait mis 3 jours pour venir se faire soigner, qui avait saigné, et pour lequel une anesthésie générale l'aurait tué, ou une rachianesthésie, pareil, qui a été fait sous ALR. Là, le dernier petit film, c'est vraiment très, très touchant. C'est des médecins du Yémen, pour lequel il était compliqué de créer une mission à part entière ou une session à part entière au Yémen. C'était assez compliqué. Donc, ils ont profité, avec l'aide de MSF France Paris, d'un séjour à Paris, là où on donne des cours, où on forme les gens depuis plus de 18 années. Et donc, ils se sont appropriés les techniques, sont partis au Yémen et ils ont fait cette chirurgie de l'épaule en ALR exclusive. Pour ceux qui ont l'œil, en bas à droite, je vous ai mis une petite photo. Ça, c'est des gens que j'ai formés à Jos, au Nigeria. Et bon, c'est une fierté parce que vous voyez qu'ils ont fait une prothèse de genou en ALR. Alors, ce n'est pas ce que je préconise, parce que ce n'est pas forcément super confortable pour les patients, mais ça montre le degré d'appropriation des techniques qu'on peut avoir une fois que cette formation est donnée. Donc, voilà, prothèse de genou en ALR exclusive à Jos, après 3 mois, après un passage, après 3 mois. Alors, je vais finir par 4 petites diapos visuelles. Bon, je vous les mets. Qui est un autre axe un petit peu vertueux de ce programme, je trouve. Et elles font un petit peu partie de l'aspect éducatif. Ça, c'est ce que j'utilise vraiment à la clinique au quotidien pour faire une anesthésie générale. Donc, bon, vous voyez, ça ne vous parle pas trop, mais il y a plein de gants, plein de plastique, plein de gaz, plein de choses. Et voilà ce que j'utilise pour la même opération avec une ALR, quoi, avec une anesthésie loco-régionale. Je vous remonte. Anesthésie générale, anesthésie loco-régionale. Donc, on comprend assez facilement pourquoi c'est moins cher déjà. Et puis, on comprend aussi l'aspect un petit peu plus vertueux du gâchis, de tout ce qu'on peut dépenser. Imaginez que je fais 2500 actes par an, que je forme 200 patients ou 180 l'année dernière, 200 praticiens, pardon. On est à presque 400 000 opérations multipliées par ça. Donc voilà, ça c'est l'analgésie pour 24 heures. Je parle un peu technique des chirurgiens. Ça, c'est l'ensemble des médicaments qu'il faut pour 24 heures, pour ne pas avoir mal pendant 24 heures. Et si on choisit judicieusement la petite ampoule qui est au milieu, là,
l'anesthésie loco-régionale, elle dure 24 heures, donc en fait, vous évitez tout ce gâchis-là. Et vous multipliez ça par 400 000 opérations. J'aime bien terminer là-dessus, mais voilà. Ça, c'est aussi, prenez chirurgien ou anesthésiste qui fait des prescriptions. Je vous remonte, ça, c'est en perfusion. Et ça, c'est la même efficacité. Donc, chacun prendra ses responsabilités. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais bon, voilà. 3 axes vraiment principaux, et c'est l'avant-dernière diapositive. Quelles peuvent être un peu les recommandations justement pour amplifier ces diffusions, ces transferts de compétences, ces extensions de pratiques? Alors former, il faut former plus, c'est sûr. Peut-être former mieux. En partant de ce programme un peu, j'ai quand même beaucoup réfléchi pour... Il apparaît quand même plus pertinent de former sur des méthodologies plutôt que sur des contenus eux-mêmes. Il faut vraiment essayer de repenser un peu nos formations en disant comment former à former d'autres personnes. Parce que les contenus sont disponibles maintenant vraiment partout sur Internet. Donc, c'est plus judicieux de former à des méthodologies, comment former les autres, je pense, plutôt que le contenu en lui-même. Vous avez un effet démultiplicateur beaucoup plus important. Le deuxième axe, et on rejoint un petit peu le thème d'aujourd'hui, c'est former tous les acteurs qui sont présents dans les blocs opératoires. Ce n'est pas à moi de juger, on prend juste la réalité. À partir du moment où les gens sont dans les blocs opératoires, eh bien, leur proposer une amélioration de la pratique, tout simplement. Et donc, c'est en ça que je suis très proche avec les sociétés de 5-6 pays pour essayer justement de porter ça et d'encadrer, de légitimer ce qui est fait au quotidien, hein, faut être clair, et de prendre le parallèle de ce que vous avez fait il y a une vingtaine d'années. La dernière chose, qui est un petit peu ça, justement, dans ces périodes de restrictions budgétaires, ben, il faut montrer que ces formations ont de l'impact et changent. Donc, je sais qu'on n'est pas très habitué à évaluer nos pratiques ou évaluer nos formations, mais il faut s'y atteler parce que quand le peu d'argent qui restera justement à ces programmes solidaires, il faudra montrer l'impact réel que ça a. Il n'est pas suffisant de dire le nombre de formations qu'on fait, mais plutôt quels sont les résultats des formations qu'on fait et éventuellement, s'il n'y a pas de résultats, les repenser et les peut-être diligenter d'une autre façon. Dernière diapositive qui provient du Sénégal, d'une session au Sénégal. Et vous pouvez voir sur cette photo de fin de session, on est toujours très content un petit peu d'avoir passé du temps. On peut voir la totalité du bureau de la Société sénégalaise d'anesthésie-réanimation qui ont été présents pendant toute la durée de la formation. C'est pour le dernier message, dire que ces formations doivent venir d'une demande forte du terrain, bien sûr, et surtout en appui avec les structures existantes du pays. Merci pour votre attention. Merci Xavier. On fera bientôt que de la loco régionale. Malheureusement, non. Hein, mais ça revient en France, ça revient. Et il y a des questions? En 2 ou 3 questions parce qu'on a un peu de retard. Vous êtes-vous mis en relation avec la Société française de radiologie pour récupérer des échographes de deuxième main, considérés comme obsolètes en France, mais en fait toujours efficaces et utiles? C'est ce que nous avons fait avec une micro-organisation qu'on a appelée TECUM, développée à côté de la SIMS, la Société française de radiologie osseo-articulaire. Alors, j'ai essayé, j'ai fait des démarches, notamment aussi au niveau de la fondation de la PHP, des choses comme ça, mais à chaque fois, même au niveau des radiologues qui travaillent avec moi, et j'ai jamais eu de retour. En tous les cas, j'ai malheureusement pas eu, je n'avais peut-être pas les bons contacts, mais je serais ravi justement de réactiver ces contacts parce que nous, ce qu'on a besoin, ce sont effectivement un des axes, c'est des échographes de récupération, des choses. Un échographe coûte 18 000 € à peu près. Bon, un échographe tropicalisé et qui est garanti. En gros, pour 15 pays, il faudrait en acheter 150, c'est un budget de 2,5 millions, ce qui paraît beaucoup. Mais pour 500 000 opérations par an, c'est pas grand-chose. Donc, si vous avez des contacts, moi je suis là toute la journée. N'hésitez pas, je suis preneur d'un contact par rapport à la société de radiologues. Mais c'était toujours un petit peu compliqué.
J'ai la logistique avec la chaîne de l'espoir pour le dédouanement, pour les choses comme ça. Mais c'est vrai que mes contacts étaient infructueux jusqu'à présent. Merci, merci Xavier. J'étais assis à côté, mais je ne savais pas que c'était lui. Et je suis au CHU de Tengandogo où vous avez travaillé aussi avec Flavien, qui est un ami d'enfance. Et c'est en fait une question qui nous intéresse beaucoup en tant que chirurgien. Moi, je suis président de l'Association de chirurgie d'Afrique francophone. Et ça fait partie de nos axes de pouvoir travailler avec la SARANF pour voir comment on peut en fait améliorer la collaboration dans les districts entre anesthésistes et chirurgiens. Et peut-être qu'on parlera plus tard pour voir comment Ben, ça sera avancer avec là-dessus. grand plaisir. J'aurai plaisir aussi de discuter avec le professeur Rachid, mais peut-être en voix. Et tous les deux, on va pouvoir effectivement. Je suis très impliqué dans la future création de la Fédération francophone. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, ça peut regrouper pas mal de sociétés. Après, il ne faut pas se le cacher, le côté français en ce moment en Afrique n'a pas de très bonne presse. Et si également on peut donner la voix à des jeunes sociétés comme la société togolaise, à voix égale avec la société suisse ou belge ou francophone ou québécoise, c'est un discours que j'essaye de porter parce que votre réalité, elle peut devenir que vous. Si j'ai fait des groupes de travaux, notamment avec Flavien, mais également avec Youssouf au Mali, avec le professeur Sama au Togo, oui, bien sûr, c'est justement parce que les canaux traditionnels ne fonctionnent pas. Donc, je pense que la future fédération francophone, c'est une des pistes. Le professeur Zoumenou aussi, avec le Bénin, qui est une autre piste. Et je pense que là où on a tous intérêt, et chirurgiens et anesthésistes, à nous regrouper ensemble, c'est justement dans des grandes fédérations, des académies, et les porter avec vos sociétés qui existent déjà, parce que tout le réseau existe en fait. Donc, on discutera tout à l'heure comment on peut garder contact, parce que c'est une chose qui va en même temps. L'anesthésie va, comme j'ai commencé mon introduction, va forcément en même temps que la chirurgie. Mais perso, je suis très optimiste pour l'avenir. Parce que les logiciels ont changé, mais en bien. Et je pense qu'on va y arriver.